Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer un peu vite sur la partie technique pour aller se pencher sur la partie liquidité mondiale, on va dire ça comme ça. Donc du coup, voilà, ça va être un petit peu le sujet du jour, puisqu'on tourne un petit peu en rond en ce moment autour des 38 000 $. Donc voilà, l'analyse, elle va être globalement à peu près la même qu'hier. Vous allez voir, on va quand même faire un point technique, mais ça va être globalement à peu près la même chose qu'hier. Et puis voilà, derrière, on va aller voir les news comme d'habitude. Donc analyse technique fondamentale et liquidité, donc le sentiment. Allez, intro. Alors d'abord, tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants qui n'ont pas les infrastructures dans leur pays, qui les opèrent du cœur, des enfants qui ont des malformations cardiaques, donc des très belles chances de vivre si jamais ils avaient bien sûr les infrastructures nécessaires, donc on les envoie en France, etc. et on les fait opérer. On est là sur le Bitcoin face au dollar en 4 heures. Concrètement, ici résistance aux 30 000, ici ça ne veut pas passer en 4 heures, ici ça ne veut toujours pas passer en 4 heures, par contre on commence à avoir de la très jolie bougie de défense là-dedans, d'accord. Et vous le voyez, je vous ai mis le niveau 4 heures ici qui est tout à fait en train de tenir, donc du coup voilà, c'est propre, on peut même dire que on est systématiquement défendu sur les 37,6, soit ça casse dans un sens, soit ça casse dans l'autre, hein. De toute façon il n'y a pas de secret, et concrètement d'une certaine manière les bougies sont aussi belles d'un côté que de l'autre. Ici je les trouve mignonnes et là je les trouve mignonnes aussi, donc ça s'appelle une zone de combat tout simplement, et il y a de fortes chances à parier qu'on continue à se bastonner dans cette zone pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il y ait une déviation dans un sens, éventuellement une déviation dans l'autre, et puis ensuite qu'on choisisse le sens, c'est-à-dire vers le haut ou vers le bas concrètement. Mais voilà, rien à dire ici, si ce n'est qu'on est dans une zone de combat, tout simplement entre ces deux 4 heures, où vous pouvez ici prendre les mèches et aller chercher des niveaux en 5 minutes, si jamais ça vous amuse, bien évidemment. Ether BTC, on est plutôt, je dirais toujours dans une correction, et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est même plutôt dans en ce moment, triangulation. On ne fait pas des plus bas que les précédents, et on ne fait pas non plus des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents. Donc ça nous donne un triangle, le prix contracte, il ne sait pas trop s'il doit aller dans un sens ou dans l'autre également. Donc je pense que le signal sera dans cette contraction sur Ethereum contre Bitcoin. Ethereum USD, c'est pareil, soit on arrive à construire ici cette épaule en haut de quelque chose, donc on lui donnera peut-être un peu moins de crédit, surtout en termes de target. C'est pas forcément ici, c'est oui, si on casse bien évidemment la résistance, c'est bien, mais peut-être en termes de target qu'on n'irait pas nécessairement chercher la target de celle-ci. Maintenant voilà, pour le moment c'est un range, hein, d'accord, donc c'est un peu la même chose malheureusement entre 1945 et 2100, tant qu'on n'a pas une vraie direction sur Ether, on est toujours dans un range, on latéralise. C'est dommage parce qu'il a du monde à prendre dans cette zone-là, Ether, mais ça se défend bien ici, vous le voyez, et ici, la défense également est plutôt bien organisée dans ce sens-là, donc bon, on va voir ici qui c'est qui gagne, tout simplement. Le total 3 contre Bitcoin, donc du coup là on regarde la performance de toutes les alts, Ethereum exclu, et stablecoin également exclu contre Bitcoin. C'est un petit peu la même chose, j'ai envie de dire. On est un petit peu dans un range ici. On n'arrive pas à passer ce point-là pour le moment. Si on arrivait à le casser, ça sous-entendrait que assez facilement, on arriverait peut-être à péter la résistance, parce qu'il y a une grosse résistance historique qui se trouve à peu près par ici. Et puis à l'inverse, faire un nouveau plus bas ici nous dirait que on va continuer potentiellement à faire un peu la même chose pendant un certain temps. Donc voilà, donc c'est pareil, d'une certaine manière, les niveaux 4 heures restent les mêmes. On n'a pas nécessairement ici d'évolution. Allez, on passe sur la liquidité. Alors la liquidité, pour amener mon propos, on va commencer par étudier les 500 plus grosses actions américaines, c'est-à-dire le SP500 sur M2, qui est la liquidité en circulation aux États-Unis. Ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, on va se mettre en weekly, c'est que tout ça est à prendre dans le prisme de ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. Qu'est-ce que la théorie quantitative de la monnaie ? Les prix sont en fonction de la masse monétaire en circulation. Donc on va dire, imaginons que le S&P soit une baguette de pain. Si jamais je vais mettre plus de pièces de 1 euro sur le marché, beaucoup plus de monde aura
cette possibilité d'acheter du pain, ça va augmenter la demande et le boulanger va se dire mon pain je le vends pas assez cher parce que j'ai tout vendu en fin de journée et donc voilà, en fonction de mes capacités de production il va falloir que j'augmente le prix du pain, c'est à peu près ça l'idée. Et c'est un peu la même chose pour M2 et le S&P, sauf que on parle pas ici d'une baguette de pain et de 1 euro, mais on parle des 500 plus grosses actions américaines tout simplement. Donc ici je vous ai divisé le S&P par M2, la masse monétaire en circulation. On va ici mettre le vrai S&P en face et on va mettre M2 aussi, comme ça on a le numérateur et le dénominateur. Comme ça, ok. Et globalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une pente sur la liquidité. La liquidité ici, elle est en bleu. M2 est en bleu, qui était plutôt soft depuis un certain temps. C'est normal que la masse monétaire augmente d'à peu près 2% par an. Elle doit théoriquement augmenter à peu près au même rythme des prix. Et puis ensuite, on voit que cette pente augmente. Et après, je vous l'enlèverai. Et on voit ici qu'elle part en furie totale à partir du Covid. Ok. Globalement, si je vous mets les trois grandes crises financières, on va dire. Vous avez la crise des dot-com ici, la dot-com bubble. Ici, vous avez la crise des subprimes. Et là, vous avez la crise du Covid. D'accord ? Globalement, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois qu'il y a une crise, en fait, on a cette pente qui change et donc on imprime plus, d'accord ? Une espèce de fuite en avant à l'impression et qui, finalement, après, on modifie les manières de calculer l'inflation, etc., ce genre de choses. Enfin, on se débrouille pour que ça passe, on va dire, politiquement, puisque c'est relativement inacceptable de faire ça. Mais d'une certaine manière, on continue à en mettre plein les poches de ceux qui ont l'argent pour s'investir assez fortement sur S&P et entre guillemets, c'est normal. Je veux dire, il faut jouer le game. Ici, si vous êtes pas content de ça, à ce moment-là, restez sur le côté. Par contre, si vous comprenez comment le système fonctionne, à ce moment-là, apprenez à investir. Donc voilà, ici, ce qu'on peut voir, c'est crise financière de 2000 et de 2008. Sur la charte du S&P, c'est un hedge, et en fait, quand on regarde ici les mêmes choses divisées par la liquidité, vous comprenez que c'est une structure en descente. Donc, on peut analyser les choses comme, ici, effectivement, grosse bulle commerciale. Par rapport à la liquidité en circulation, les actions étaient largement surévaluées par rapport à leur vrai prix. C'était l'époque où, si vous ajoutiez un .com après le nom de votre société, votre société, systématiquement, prenait 100% en bourse. C'était une espèce de fuite en avant là-dessus. Ensuite, on trouve un support ici, à la suite de cette crise de 2000. On repart plutôt pas mal pour aller en 2008. Et en 2008, là, à un moment où les actions sont valorisées très légèrement au-dessus de leur prix, on peut dire ça comme ça, puisque moi j'estime que, on va dire, l'équilibrium, il est plutôt au milieu de ça. Et bien à ce moment-là, crise financière des subprimes, etc., grosse crise financière, les actions perdent 60% de leur valeur, je crois, en quelques semaines. Et puis, à partir de là, on se reprend. Pourquoi ? Parce qu'on imprime, on dit on va remettre cette crise à plus tard. Le S&P, et là vous le voyez, c'est vraiment un moment où, en fait, c'est la liquidité vraiment qui fait que le S&P augmente. C'est globalement en termes de masse monétaire, vous voyez qu'on a augmenté la pente. La pente du S&P, elle augmente exactement pareil. Et finalement, d'une certaine manière, le S&P, lui, se reprend très bien et il part complètement en fusée. Par contre, si on divise par la quantité monétaire en circulation, vous voyez que, et je vais vous voyez à peu près la courbe du S&P et la courbe du M2, c'est peut-être pas la peine de trop charger la charte ici. Voilà. Et bien globalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On arrive juste avant au niveau pré-Covid, où là, on est au point où on en était en 2008. C'est-à-dire que soit les actions sont correctement évaluées, soit elles sont légèrement surévaluées, mais en tout cas, voilà, on a cette fameuse crise. Et là, vous avez compris que sur M2, c'est là qu'on part complètement en sucette. On a cette crise du Covid qui est très rapide, on imprime comme des Mongoliens, et là, en fait, on se retrouve finalement au point où on revient toucher à nouveau cette résistance-là, qui est un endroit où les actions aiment bien aller, en tout cas, et où elles aiment bien également corriger, en tout cas dernièrement, depuis un certain temps. Ici, on corrige, on en arrive exactement à ce point-là, et puis ensuite, là, actuellement, où est-ce qu'on en est ? On en est très exactement sur ce point-là, exactement. Donc, c'est un endroit où il faut être vigilant, mais en même temps, c'est un endroit où il faut accepter l'idée. Donc, si on a une récession, on retourne ici. Ok, ça, on est d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il faut peut-être prendre un petit peu de profit sur vos actions, sur la zone actuelle, en tout cas au moins, si vous les avez achetées à peu près par là, et peut-être éventuellement dans cette montée-là. Maintenant, c'est une résistance, d'accord. Par contre, on pourrait être à l'aube éventuelle d'une nouvelle bulle.
Et il ne faut pas la rater, cette nouvelle bulle, si jamais elle arrive. Concrètement, comment elle se mettrait en place et comment elle se positionnerait? Si on la voit se mettre en place sur la charte, on la voit potentiellement sur cette espèce d'épaule, tête-épaule inversée, ou par rapport à la liquidité, on va dire si ce niveau-là casse, on a des très bonnes chances de revenir visiter un endroit où toutes les actions sont, entre guillemets, surcotées, mais c'est pas tellement un problème, encore une fois, il faut l'accepter. Donc soit on retourne ici, soit on retourne ici. Et globalement, si on prend vraiment la target de l'épaule tête-épaule, et là bon, il faut accepter l'idée que peut-être on va imprimer comme des Mongoliens encore une fois, et que potentiellement, eh bien, on va atteindre des niveaux de bulles financières qui vont être d'un autre monde avant effectivement la belle correction. Donc on va dire, si on doit lui donner un nom, on lui donnerait le nom de la dernière jambe haussière, là où tout le monde crée son va-tout, un petit peu le moment où finalement on va dire la maison surchauffe, l'économie surchauffe, elle s'enflamme même, mais où du coup c'est un feu d'artifice de profit potentiel à venir prendre. Et à ce moment-là, on rentre sur la plus grosse bulle financière de l'histoire, et si elle devait avoir une narration, cette bulle financière, elle pourrait être blockchain, hein, c'est une possibilité, elle sera surtout, je pense, AI, semi-conducteurs, ce genre de choses. En tout cas, c'est peut-être ce sur quoi le monde va potentiellement jouer. Donc vous allez avoir beaucoup de gens ici qui vont dire l'AI c'est le futur, c'est ça qui va même rembourser notre dette, etc. Finalement, investissons dans les 50 prochaines années parce que c'est ça que va nous donner l'AI, elle va nous donner le bonheur pour tous, etc. Toutes ces choses-là. Donc n'importe qui mettra, qui remplacera même algorithme par intelligence artificielle dans son nom, eh bien tout simplement fera des profits magistraux. Dire que après ça va recorriger, etc. J'en sais rien. Bon là on a une antériorité qui nous emmène en 80. Voilà, dire que après ça va recorriger ou pas du tout, bien évidemment, on ne le sait pas. Mais deux possibilités là-dedans, donc encore une fois, une récession, c'est pour ça qu'on est extrêmement attentif en ce moment aux chiffres sur l'emploi et aux chiffres sur le GDP, ou alors la bulle financière la plus grosse de l'histoire, c'est-à-dire à ce moment-là, il y aura des niveaux où il faudra commencer à fortement sortir des stocks, c'est pour ça que je vous ai mis ici out of stocks, et d'autres niveaux également où ça sera le cas. Du coup, on va ripper sur Bitcoin, en se disant que peut-être que potentiellement la blockchain pourrait être en partie un des moteurs de cette nouvelle bulle spéculative, si elle arrive, et on va prendre la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre Bitcoin, mais pour le coup lui-même divisé par M2, la masse monétaire en circulation. J'espère pas faire un truc trop long, mais voilà. Quand on divise Bitcoin par M2, on obtient pour le coup un canal haussier. C'est pas vraiment le range, hein. Vous comprenez que ce qu'on a regardé là ici sur le S&P, globalement ça vous donnait une montagne comme ça, ensuite une reprise de cette montagne, on descend très bas, ensuite on revient ici, on redescend là, et globalement là on fait un peu quelque chose comme ça. Voilà, globalement ça vous donnait un petit peu cette structure là qui ressemble à une structure de range avec déviation en dessous. En l'occurrence, sur Bitcoin, si on divise par la liquidité, on a plutôt cette espèce de canal haussier, d'accord ? La liquidité en circulation ici, il faut comprendre que si elle augmente, ça fait diminuer d'une certaine manière le ratio, hein, ce ratio-là. Au plus j'augmente la liquidité en ce moment, au plus le ratio diminue. Donc en ce moment, en fait, on a une liquidité qui diminue, et un Bitcoin qui est à l'augmentation, donc ça suit plutôt pas trop mal la logique du moment. Enfin, la logique du moment, voilà. C'est que le marché prend de l'avance, en fait. Hein. Sur un retour de la liquidité, le marché anticipe un retour de la liquidité potentielle. Et les ETF, bien sûr, la narration ETF qui est en ce moment dans les tuyaux. Maintenant, aller en haut de ce canal, si jamais on tient cette structure-là, aller en haut de ce canal, vous comprenez ici, ça veut dire plus 1500%. En admettant que, on va dire, la liquidité se multiplie par 2, puisque la liquidité, je vous le rappelle, c'est le dénominateur, on peut éventuellement tabler sur 700% d'augmentation sur BTC, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est pas déconnant de dire que la liquidité va être multipliée par 2 si jamais on arrive dans ces endroits-là. Pourquoi ? Parce que la dette américaine, vous le voyez, elle est en train de très fortement partir en sucette également, 33,8. On va probablement ici arriver dans un endroit où le marché a besoin de liquidité, mais pas seulement le marché, également les États ont besoin de liquidité gratuite pour tout simplement se refinancer. Donc,
700% sur Bitcoin, pourquoi pas? Si la récession n'est pas trop dure, on tient ce canal. Si la récession est très dure, à ce moment-là, il est possible qu'on vienne revisiter ce que j'appelle sous cet équilibrium, c'est-à-dire cette zone de discount-là. Et si on prend cette analyse un petit peu dans l'autre sens, pas dans l'autre sens, mais dans tous les sens dans lesquels elle pourrait aller, tout simplement, ben on voit ici quand même qu'il y a aussi une potentialité de range, ok? Potentialité de range contre la liquidité, qui peut peut-être nous dire, bah déjà, qu'on peut très bien revenir en zone discount, ça c'est pas tellement un souci, ça serait pas forcément une mauvaise... C'est pas que ça serait pas forcément une mauvaise chose. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ça voudrait dire que Bitcoin est en train de se mettre à plat par rapport à la liquidité et qu'ensuite, de toute façon, bah, il y aura une sortie de range. Un range, c'est plutôt une structure de continuation et potentiellement une sortie de range par le haut, mais globalement, on ne peut pas tabler sur le fait que ce canal va nécessairement tenir à tous les coups, ok? Donc, possibilité de plus bas, évidemment. Et ça, on l'a beaucoup intégré sur la chaîne. On a beaucoup dit, bah, s'il y a une récession, de toute façon, vous reverrez un Bitcoin aux alentours des 15, 20 000 dollars et peut-être en dessous. Si jamais il y a une vraie récession qui frappe, c'est ce qui va se passer. Hein. Le Covid nous avait donné à peu près ça, ou en tout cas, à minima, un retest de ce qui, aujourd'hui, correspondrait aux 18 000 dollars, ok? Et ça, c'était le Covid. Et là, on a eu une réaction franche et on a imprimé très vite. Et il y a eu une petite crise financière, mais vous avez vu qu'elle a été absorbée rapidement. Donc, potentiel 700%, on va dire 1 x 8, ça fait... il est à 37, là, ça nous mettrait à entre 240 et 320 000 dollars. C'est pas déconnant comme target, hein, sincèrement, c'est pas quelque chose qui est déconnant, surtout qu'on a quand même assez peu de Bitcoin sur les exchanges en ce moment, etc. Donc c'est quelque chose qui est pas déconnant. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Possibilité de range, bien évidemment, hein, tout à fait. Si par exemple on pourrait s'inscrire entre ça et ça, hein, personne ne sait de quoi va être fait demain. Dans la liquidité, hein, ici, donc ne comprenez pas qu'on va s'inscrire nécessairement dans les prix. Mais bon, voilà. Et voilà, en tout cas, ici, pour moi, c'est all-in crypto. Et à partir de là, c'est all-out crypto. Ok, c'est-à-dire de là à de là. De là à tout en haut, là, ici, pour moi, c'est all-out crypto, petit à petit, voilà, bien évidemment, on vendra sur la montée, mais tranquillement. Donc, je voulais quand même vous montrer tout ça. Parce que je pense que c'est intéressant parfois, plutôt que d'avoir un dénominateur dollar, avoir un dénominateur par rapport à ce que vaut réellement le dollar. C'est-à-dire, pour le coup, M2, vous vous inscrivez tout à fait dans cette, encore une fois, théorie quantitative de la monnaie, école autrichienne, Milton Friedman, etc. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Allez, on va faire la partie fondamentale, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. À très bientôt. Alors, la news la plus importante de la journée, c'est le PCI. Le PCI, ça va être le Personal Consumption Expenditure, c'est-à-dire un outil de mesure de l'inflation que la Fed va regarder plus attentivement, on va dire, que le CPI. Le CPI sort le 10 du mois, il est plus facile à calculer. Le
le PCE, là pour le coup c'est celui, vous le comprenez, du mois d'octobre. Donc la news qu'on a, c'est celle du mois d'octobre. On est au consensus de partout, d'accord. Donc c'est déjà pricé probablement par le marché ici. Donc voilà, je vois pas une hausse ni une baisse, puisque on est exactement sur toutes les prévisions économiques. Donc si quelque chose avait dû se mettre dans les prix par rapport à ça, on va dire que théoriquement ça devrait déjà être pricé. Les jobless claims qui augmentent un petit peu. On avait un consensus à 220, on est légèrement en dessous, mais on est en augmentation par rapport aux 211K. Donc là c'est pareil, pour moi on est sur une non-news, donc on peut éventuellement passer là-dessus. Si tant est que si on avait peur du PCI, excusez-moi, j'ai peut-être éternué. Au moins, ça, c'est derrière nous. C'est-à-dire qu'on a eu un PCI qui a fait exactement ce qu'on voulait, quelque part. En ce qui concerne le Twitter de la chaîne, attaque sur Vélodrome, mais ça, il me semble qu'on en a déjà parlé hier. Ici, on passe là-dessus. Ici... projet Shrapnel, il y a un airdrop, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien de la chaîne. Moi je suis plutôt bull sur ce projet Shrapnel, là c'est globalement un first person shooter, donc un Counter-Strike-like, mais avec de la blockchain dedans, donc ça peut être intéressant si ça se développe bien. Ensuite FTX qui est autorisé à vendre certains de ses actifs, à savoir un peu plus d'un demi-milliard de dollars. Ensuite... BlackRock qui s'est une nouvelle fois entretenu avec la SEC à huis clos pour peaufiner la demande d'ETF au comptant. Signa qui est un empire immobilier commercial autrichien qui est un petit peu en galère en ce moment et qui doit lever 600 millions immédiatement pour survivre, avec des banques qui sont bien évidemment exposées à cette faillite, c'est-à-dire Citigroup, Unicredit et Julius Baer. D'après Grayscale, 14% de l'offre de Bitcoin est inactive depuis plus de 10 ans. On peut estimer que sur ces 14%... un peu plus de 5% sont perdus à jamais, c'est-à-dire c'est des clés perdues, donc c'est des bitcoins qui ne bougeront jamais. Près de 11% de l'offre est quant à elle détenue par des exchanges, oui c'est très peu, et 8,73% par des mineurs, c'est intéressant comme étude. Ensuite, une demande de TF Spot déposée par Pando Asset. Pando Asset c'est un gestionnaire d'actifs suisse qui veut opérer aux États-Unis visiblement, et encore une fois n'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne pour avoir ces news en temps réel. La mort d'Henry Kissinger, qui était l'initiateur de, on va dire, pas la théorie de la détente, mais la politique de la détente pendant la guerre froide, et qui a conseillé la plupart, bien évidemment, des présidents américains, grand diplomate, qui meurt à 100 ans, donc on peut imaginer qu'il est en train de peut-être fumer le cigare dorénavant, avec Charlie Munger, qui est mort, lui, à 99. Comme quoi, finalement, les affaires peuvent, quelque part... les affaires ne sont pas un frein à avoir une belle longévité. Ici, on passe là-dessus. Ici, qu'est-ce qu'on a Antpool qui rend les 3 millions de dollars. Vous savez qu'il y avait une transaction un petit peu frauduleuse, un petit peu bizarre. Je crois qu'Antpool, il me semble que c'est des petits mineurs qui se mettent ensemble pour faire un gros mineur au final, qui se partage la puissance de calcul, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Ensuite, Bito, qui est un ETF futur qui visiblement prend pas mal de assets under management, donc d'argent qui rentre dessus. Cathie Wood qui achète 1,5 million de dollars c'est pas beaucoup pour elle, mais d'actions SoFi, alors que SoFi sort de la crypto. Paxos qui visiblement est en accord de principe pour faire sortir un stablecoin du côté de Abu Dhabi. L'inflation en zone euro qui descend à 2,4% en dessous des attentes, donc on est probablement assez bientôt sur les moments où vous pourrez peut-être renégocier vos prêts immobiliers, on va dire ça comme ça, et vos autorisations également de découvert pour ceux qui en ont, les avances patrimoniales. Ensuite, le PCI, on en a déjà parlé je crois. Demain, on aura un discours de Powell. Ça sera à 11h. Il y a un petit peu des dissensions en ce moment. Il y a eu pas mal de discours de représentants des banques fédérales américaines, différents États, etc. Et il y en a qui pensent plutôt dovish, il y en a qui pensent plutôt hawkish. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant à regarder en ce moment. En tout cas, on passe sur la liquidité, puisqu'on a terminé les news, si je ne me trompe pas. Oui. 60 millions de liquidés hier, j'en profite pour vous dire, mettez un like sur la vidéo, c'est super important, mettre un like, c'est ce qui pousse la vidéo vers le haut.
Plus d'abonnés égale plus d'envie de faire des vidéos, tout simplement, tous les jours. 21 millions sur Bitcoin Ethereum, c'est-à-dire le tiers. Et dans le top 10, on a à peu près les trucs qu'on avait cette semaine, pas forcément de nouveautés ici. Carnet d'ordre, ben, on a quelques ordres à la vente qui sont apparus, hein, notamment par là. C'est pas énorme, hein, 150, 200 Bitcoin. Des ordres à l'achat qui ont disparu, mais c'est pareil, c'est normal que ça bouge un petit peu. Globalement, le gros mur de vente ici, il est à 42 000. Et on a un petit mur d'achat, mais il n'est pas violent non plus, autour de 34,5. Le funding, donc les marchés en levier, comment sont-ils positionnés? Ils sont majoritairement en long en ce moment, mais c'est pas violent. Vous voyez qu'on est à 0,075, c'est pas beaucoup. Les spreads sont négatifs, ça veut dire qu'on est en train de perdre quand même un petit peu de momentum sur le long. Bon, là, je trouve que c'est pas trop mal quand même. Et globalement, j'ai des ordres takers qui sont plutôt à la vente, encore que là, on s'est un petit peu repris là-dessus. Mais j'ai des ordres takers sinon qui sont plutôt à la vente, ça veut dire qu'on est plutôt sur des vendeurs agressifs en ce moment. J'ai un petit problème avec iBlock en ce moment, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est... il faut peut-être que je renouvelle ou que je les contacte. Néanmoins, bon, vous voyez, on est à 13h50 ici, donc ça devrait aller, on est il y a à peu près 1 heure. Belle boîte de liquidité là en dessous, encore qu'elle est faite de toutes petites bulles, on va dire, hein, donc c'est plutôt une somme de toutes petites liquidations. Je dirais que 37,2 pourrait être visé assez facilement à la baisse, et puis à la hausse, on a une petite poche de liquidité également sur le top, c'est-à-dire 38 550. En ce qui concerne Ether, on est beaucoup plus shorté que longué hein, en ce moment. Les longues ne se précipitent pas sur Ethereum sur la zone des $2000. Belle boîte de liquidité en short ici au-dessus, je dirais à 2100. Et puis, on a quand même de la liquidité en dessous à venir prendre, bien évidemment, mais c'est pas violent. On va tester, je mets en pause une seconde pour voir si ça s'est peut-être réparé. Oui, c'était juste un petit problème de serveur, visiblement. Donc, vous voyez cette jolie poche, et là, on regarde la 7 jours. Jolie poche de liquidité sous les 36,2 ici, et jolie poche de liquidité au-delà de 39,4 dorénavant, 39,3, 39,4, où on a peut-être des choses à venir prendre. Au plus on traîne sur cette zone-là, au plus on a de la chance de trouver une direction. Ou alors, si on s'inscrit dans le petit range actuel, de faire une déviation au-dessus et une déviation en dessous, et puis finalement de réintégrer le range après. Ça, c'est une possibilité qui existe également. En tout cas, pas énormément, je trouve, de poches en ce moment. Et même si on a un open interest qui est assez haut, finalement, c'est plutôt dans des vieilles positions qu'on va se... Cette semaine, on n'a pas engagé un open interest de fou furieux. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Si je regarde là un mois... Oui, il y a eu... Vous voyez, on s'est un petit peu forcé sur le short ici, en effet. Et un peu sur le long, mais ça c'était un petit peu avant, c'était autour du 21. Donc on a quand même peut-être un petit peu plus d'engagement en short qu'en long. Très belle poche de liquidité ici en bas, sous les 33. Est-ce qu'elle sera revisitée ou pas? C'est l'avenir qui nous le dira, tout simplement. Allez, on va sur le prix. On fait la conclusion de cette vidéo. Le prix. On va prendre les futurs sur BitGet. On va se mettre en 15 minutes, allez. Alors, c'est toujours un petit peu la même chose, à savoir une 4 heures contre une 4 heures. Hein, ça, c'est vraiment la chose qu'on peut voir. On va partir du 4 heures, ça va peut-être être plus simple. Voilà, là, on est peut-être en train de mécher, mais on ne sait pas si ça va passer dessous. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir une temporalité sur mes niveaux, c'est-à-dire de dire, bon, on fait une ouverture-clôture en dessous de ça. À ce moment-là, je considère qu'on la perd. Une heure, là, ici, juste en dessous. Hein, si on va sur le 1 heure, globalement, ça n'a pas changé non plus. Elle a peut-être été clôturée ici, là, sur ces deux bougies-là. Donc, on serait obligé de la descendre, théoriquement. Et descendre un niveau, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est plutôt quelque chose qui peut vous dire qu'effectivement... ça pousse en bas, quoi, c'est ça que je veux dire. Après, ici on est sur la trend, donc si ça devait rebondir, on va dire que ça serait probablement sur cette zone-là quand même. Enfin, en tout cas, il y a peut-être quelque chose. Moi, je rentre pas sur les trends, je rentre sur des niveaux et on est en même temps sur un niveau. Hein, vous l'aurez compris, le niveau 1 heure en est un. Donc ça serait peut-être un long intraday ici à prendre, pourquoi pas, faudrait regarder. Et puis derrière, voilà cette petite distribution. Pour le moment, on compresse sur le support ici. Si jamais on passe en dessous, pour moi, ça retourne sous les 36,8, pardon. Si jamais on ne passe pas en dessous, eh bien on reviendra tester le top, tout simplement. Pour le moment, en tout cas, beaucoup de liquidité, bien évidemment, dans cette zone. D'accord, mais jolie défense. Et jolie défense également dans ces mèches là, donc on peut pas réellement dire bon c'est la zone de combat, si ça sort dans un sens ça nous dirait plutôt que ça reviendra redéfendre plus bas, donc là où ça avait déjà défendu, à savoir ici et ici. Personnellement mon TP1 sur mon short se trouve plutôt ici, donc vous voyez que
je suis, on va dire, plutôt confiant sur le fait qu'on perdrait celui-là cette fois-ci. Maintenant, pareil, aucune certitude de ce côté-là, donc c'est pour ça que les positions, elles ont une taille qui est adéquate, tout simplement. On ne se surexpose pas, on ne baisse jamais sa garde, un petit peu comme dans la boxe, on va dire, et on ne vient pas à se surexposer, tout simplement parce qu'on pense qu'on est le meilleur et qu'on a des certitudes. Ici, c'est le marché s'occupe très bien de vous remettre à votre place, de toute façon, quand vous êtes un petit peu trop ambiancé sur votre propre mojo en trading, hein, ça, il n'y a aucun problème avec ça, et c'est l'expérience après qui, tout simplement, vous pousse à l'humilité. 15 minutes ici, est-ce qu'on peut aller chercher éventuellement voilà, un niveau, je dirais, dans une time frame plus petite? Oui, on a quelque chose par là, si vous voulez, on peut le tracer, 37 653. Si on clôture une 15 minutes sous les 37 653, ça pourrait nous dire que, personnellement, je suis très bien avec le 1 heure là, voilà. Globalement, la 15 minutes, elle semble à ce stade plutôt haussière, peut-être en train de se retourner, mais voilà, elle semble, vous le voyez ici, plutôt haussière. On vient pas prendre les plus bas qui sont là. À aucun moment on prend le bas ici. Là, on n'a pas réussi à faire un plus haut, mais on est peut-être juste sur la ressource pour éventuellement y aller. Donc voilà, pas vraiment de direction non plus là-dedans. Et sur la 5 minutes, même chose, hein, sincèrement, on regarde juste un support là, donc voilà, il faut voir, il faut attendre s'il casse ou pas. Globalement, donc on peut dire qu'on a un PCI qui est à peu près dans la zone où on voulait qu'il soit pour que ça ne propose pas nécessairement ni une correction ni une appréciation. On a beaucoup regardé la liquidité aujourd'hui, vous l'avez compris, en se disant, bah tiens, peut-être que j'aurai un petit mouvement d'avance, un petit edge d'avance en regardant les choses non pas par rapport au dollar ou par rapport à la monnaie en circulation, enfin, mais plutôt par rapport à la monnaie en circulation, pardon. Et vous voyez qu'on a des structures intéressantes, range, couloir haussier, toutes ces choses-là. Donc ça, moi j'aime beaucoup essayer de penser un peu différemment et regarder toutes ces choses-là. Et puis, voilà, d'une certaine manière, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Donc, like, commentaire d'encouragement, éventuellement nous rejoindre sur le Discord, etc., etc., etc. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question étant, tiens, est-ce que vous ronflez? Est-ce que vous ronflez au lit ou pas? Question, voilà, qui est relativement perse, mais voilà, à laquelle je vous enjoins à répondre en commentaire éventuellement si le cœur vous en dit. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.